Les recherches pour retrouver le pilote d'hélicoptère qui était tombé de son appareil hier ont porté leurs fruits. Le corps sans vie du militaire a été retrouvé dans un bois près de Huy. On ignore toujours les circonstances exactes de son décès. Bonsoir à tous, bienvenue dans le 15 minutes. Ce soir, nous ferons également le point sur l'enquête autour de la disparition de la petite Maëlys en France. Un suspect a été inculpé, il nie les faits, mais nous le verrons, les éléments troublants s'accumulent alors que la fillette reste introuvable. La Corée du Nord, montrée du doigt par le monde entier, ses essais de missiles et de bombes nucléaires pourraient lui valoir de nouvelles sanctions internationales de la part de l'ONU, en espérant bien sûr éviter une escalade sans fin. Enfin, nous nous intéresserons aux casques de vélo de nos enfants. Selon une étude de Testachat, tous les casques n'offrent pas la même protection en cas d'accident. Ils sont pourtant tous homologués par l'Europe. Les détails dans un instant. On l'a donc retrouvé, le corps sans vie du pilote d'hélicoptère qui était tombé de son appareil hier a été découvert cet après-midi dans un bois de Tihange, près de Huy, dans la vallée Mosane. Un médecin légiste va examiner la dépouille pour tenter d'expliquer son décès qui reste très mystérieux. Accident, suicide, homicide, à ce stade, aucune piste n'est privilégiée. Deux pilotes effectuaient hier une démonstration de parachutage. Quand l'un d'eux est tombé en plein vol, le parquet de Liège a ouvert une enquête. Le corps a été retrouvé effectivement dans le bois de Tihange. Il est effectivement retrouvé décédé. Et à l'heure actuelle, le laboratoire de la police technique et scientifique de la police fédérale est dépêché sur place pour examiner les lieux. Et un médecin légiste a été requis pour examiner le corps. Et les recherches ont pris du temps parce que, évidemment, la zone a... fouillé était excessivement large, le territoire était très étendu et surtout le territoire compliqué à fouiller. Et oui, effectivement, le corps a été retrouvé sur une des zones ciblées depuis ce matin. En France, l'enquête sur la disparition de la petite Maëlys progresse. Un homme entendu et relâché dans un premier temps a finalement été placé sous mandat d'arrêt. Des traces ADN de la fillette ont été retrouvées dans sa voiture. Et oui, l'homme de 34 ans a reconnu que la petite fille était montée dans sa voiture le jour de sa disparition, il y a 8 jours, mais il nie l'avoir enlevée. Certains éléments sont pourtant troublants. Philippe Antoine. Une semaine après sa disparition, la recherche de Maëlys reste la priorité absolue des enquêteurs. Mais en parallèle, leur travail progresse. L'un des hommes qui avait été placé en garde à vue la semaine dernière et relâché le lendemain est à nouveau sous les verrous. Les enquêteurs ont retrouvé une trace ADN de la fillette dans sa voiture qu'il avait pourtant soigneusement nettoyée parce qu'il souhaitait la vendre, a-t-il expliqué. Désormais, l'homme reconnaît la présence de Maëlys et d'un autre enfant dans sa voiture. Il avait été question au cours de la soirée de ces chiens. Donc les enfants, étant eux-mêmes en train de jouer à l'extérieur, sont venus vers lui et lui ont demandé pour voir si ces chiens étaient bien dans son véhicule. Il a ouvert sa portière, il a basculé le siège avant passager, les enfants sont montés sur la banquette arrière, ont regardé dans le coffre et sont ressortis, tout simplement. L'homme, qui s'était absenté au cours de la soirée de mariage, affirme que c'était pour se changer. Il avait un short blanc qui s'est taché avec du vin rouge, donc son domicile étant à proximité immédiate de la salle des fêtes, il est rentré chez lui se changer. Au moment où il s'est changé, il a constaté que ce short était relativement détérioré, donc il a dit tout simplement j'ai pensé que c'était pas judicieux et utile de le laver. Il indique l'avoir jeté. Pour l'instant, le short en question n'a pas été retrouvé. En revanche, le suspect a remis aux enquêteurs les autres vêtements qu'il portait le jour du mariage. L'homme, âgé de 34 ans, clame son innocence et parle de malheureux concours de circonstances. Des Burundais responsables de crimes contre l'humanité. C'est en tout cas l'avis d'une commission d'enquête des Nations Unies qui précise avoir établi une liste de suspects, des responsables politiques et des membres des services de sécurité qui devraient être poursuivis. Et oui, l'accusation concerne des violences survenues au Burundi en avril 2015, après la décision de l'actuel président Nkurunziza de briguer un nouveau mandat. L'ONU souhaite une enquête de la Cour pénale internationale, mais le gouvernement burundais dénonce déjà un complot occidental qui restera sans effet. La Commission est parvenue à la conclusion qu'un certain nombre de graves violations des droits de l'homme avaient été perpétrées au Burundi depuis avril 2015. Au rang de ces violations figurent des arrestations et détentions arbitraires, des actes de torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, des
exécutions extrajudiciaires, des viols et autres violences sexuelles, ainsi que des disparitions forcées. La plupart de ces violations graves des droits de l'homme constituaient des crimes contre l'humanité. La Corée du Nord fait toujours trembler le monde entier. Son dernier essai nucléaire a été condamné par toutes les capitales du monde. Et l'ONU devrait se pencher dans les jours qui viennent sur de nouvelles sanctions internationales réclamées notamment par les États-Unis. Oui, ce matin, les Sud-Coréens ont testé leur bouclier anti-missile alors que la Chine appelle Pyongyang au dialogue en vue d'une dénucléarisation de la péninsule. Le point tout de suite avec Laurence Brex. Voici la réponse de la Corée du Sud à l'essai nucléaire de son voisin nord-coréen. Des batteries antimissiles en pleine action. Si tout cela n'est encore qu'un exercice, il est suffisamment impressionnant pour envoyer un message clair vers Pyongyang. Nous visions virtuellement Punggye-ri, le site nucléaire nord-coréen. Face à la menace nucléaire, Séoul hausse le ton, d'autant que des signes de préparation d'un nouveau tir de missiles balistiques nord-coréens auraient été repérés. Nous prévoyons que la Corée du Nord lance un nouveau missile balistique intercontinental pour montrer qu'ils sont capables de lancer une bombe nucléaire sur les États-Unis. Autre voisin proche, le Japon, où l'on veut aussi montrer qu'on est prêt militairement à répondre à toute éventualité, face à une Corée du Nord plus isolée que jamais depuis son dernier essai nucléaire. J'ai parlé avec le président Trump et le président Poutine, ainsi qu'avec le président Moon de la Corée du Sud. Nous sommes tout à fait d'accord pour une forte coopération en lien avec la communauté internationale. Côté américain, on affirme être prêt à utiliser du nucléaire si les menaces continuent. Toute menace sur les États-Unis, un de leurs territoires, y compris l'île de Guam, ou sur nos alliés, sera suivie par une réponse militaire massive, une réponse efficace et écrasante. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est à nouveau réuni en urgence pour examiner la situation. Lundi prochain, les États-Unis vont soumettre au vote une nouvelle résolution qui devrait demander des sanctions économiques encore plus sévères, à condition que la Russie et surtout la Chine n'y opposent pas leur droit de veto. Chez nous, une école sans garderie le midi et des parents obligés de s'occuper de leurs enfants. C'est la situation depuis 2 ans à l'école maternelle Notre-Dame de la Procession à Anderlecht. Faute de moyens et de personnel, impossible de faire manger dans l'établissement la soixantaine d'élèves. Les parents sans emploi sont donc priés de ramener leurs petits à la maison. Priorité aux enfants dont les parents travaillent. Des aides ont été demandées à la commune, elles tardent à arriver. En attendant, les parents sont obligés de se débrouiller. Il y a trop d'enfants qui restent et c'est pas possible pour eux de garder les enfants entre l'heure du midi. Et ça vous arrange, ça ? Oui et non, en fait. Ça ne m'arrange pas vraiment parce que quand je vais reprendre mon travail, je serai coincée. Bien souvent, les enfants sont assez serrés, les uns près des autres lorsqu'ils font leur sieste, par exemple. De même, nous devons aussi engager du personnel supplémentaire puisque nous on est sur le temps de midi. Et voilà, tout ça représente effectivement un arrangement interne à l'école qui est parfois difficile à organiser. Porter un casque quand on roule à vélo, voilà qui est censé nous protéger. Oui, mais voilà, tous les casques n'offrent pas la même protection. Testachat a analysé la gamme pour enfants et les résultats sont interpellants. Oui, selon l'association de consommateurs, ce sont en fait les normes d'homologation des casques de vélo pour enfants qui sont insuffisantes. Résultat, les parents croient leur enfant bien protégé alors que ce n'est pas nécessairement le cas. Clémence Datte. Un enfant sur 2 victime d'un accident de vélo est touché à la tête. Le port du casque est donc primordial. Seulement voilà, certains casques de vélo homologués et vendus en Belgique présentent des risques de lésions très importants. Aujourd'hui, le test est insuffisant, c'est-à-dire qu'on se contente d'un test oblique, linéaire. Il faut tenir compte d'un certain nombre de réalités, comme par exemple les mouvements de rotation de la tête. Et le test d'homologation actuel ne permet pas cela. Et donc, nous devons décréter que la plupart des casques présentent des défaillances en matière de sécurité. Sur les 12 casques testés, 4 seulement ont un score jugé suffisant par Testachat. Les 8 autres sont recalés. Notamment celui-ci, le risque de lésion atteint 80%, c'est le pire du classement. Au contraire de ce casque, qui récolte les faveurs de l'association de consommateurs, avec un risque de lésion de 30%. Mais pas besoin de dépenser des fortunes pour autant, car ce casque à 10 € est l'un des meilleurs.
L'important est donc de bien protéger la tête des enfants. Les études démontrent que l'absence de casque, bien évidemment, pose un problème. Mais lorsqu'on porte un casque, on peut augmenter ou diminuer le risque de lésion cérébrale. On peut diminuer de moitié le risque de lésion cérébrale grâce à un casque. Mais la plupart des casques, malheureusement, aujourd'hui, ne scorent pas bien à ce niveau-là. Ces modèles sont pourtant sur le marché belge. Mais les vendeurs ne connaissent pas toujours tous les critères de fabrication. Effectivement, c'est vrai que les fabricants et importateurs ne communiquent pas spécialement sur la technique de fabrication des casques ou sur les impacts auxquels ils peuvent résister. Là, on a l'habitude de faire confiance à nos firmes et à nos représentants. Cette enquête n'étonne pas l'IBSR. L'Institut belge pour la sécurité routière n'est pas contre une adaptation des normes d'homologation. On peut toujours améliorer les choses. Ce sont des normes européennes qu'il faut sans cesse revoir. Et par exemple, si aujourd'hui les tests se font sur une surface plane sur laquelle on projette le casque, on peut prévoir par exemple une surface oblique où on peut simuler la présence de cailloux. Donc il faut toujours améliorer les choses. Maintenant, ça ne se fait pas comme ça en un coup de baguette magique. Il faut plusieurs mois, voire plusieurs années. 80% des accidents mortels à vélo sont dus à des traumatismes. Le casque est donc l'accessoire indispensable des cyclistes, surtout des plus jeunes. Le calme est revenu à Borgerhout, dans la banlieue anversoise. Vendredi soir, un incident a opposé deux policiers à un groupe de jeunes. Une enquête est en cours pour comprendre ce qui s'est passé exactement. Hier, le bourgmestre d'Anvers a en tout cas appelé les habitants à manifester pour soutenir l'action de la police. Un appel pas du tout suivi. Les habitants se sont rassemblés, oui, mais pour dénoncer la stigmatisation de leur quartier. Car la semaine dernière, Bart De Wever avait affirmé qu'on pouvait croiser dans les rues de Borgerhout, je cite, des individus du même type que les auteurs des attentats de Barcelone. Fin de citation, des propos qui choquent les habitants. Ik ben hier content van deze buurt. Ik woon hier, dus ik ben heel tevreden. Deze buurt is leuk om te wonen, het is heel multicultureel. Ja, en af en toe zijn er problemen, ja, dat is waar. Wat denkt u over de declaratie van Bart De Wever? Ja, is eigenlijk een beetje schandalig. De laatste jaren zijn er heel veel initiatieven geweest die het buurtleven aangenamer maken. Hier komen heel veel nieuwe mensen wonen, hè? Mensen van alle origine. Hè? Bij een vorig incident hebben bewoners zelf gevraagd om met de burgemeester te praten, maar de burgemeester wou niet komen. Ging op die uitnodiging niet in. Hè? En dat is een beetje jammer, dus de burgemeester gooit hier altijd maar olie op het vuur. La grogne des employés de McDonald's dans le monde. Plusieurs grèves ont eu lieu aujourd'hui aux États-Unis ou en Grande-Bretagne, où c'était d'ailleurs une première dans le pays pour la chaîne de fast-food. Principale revendication, un meilleur salaire et des horaires fixes. Chez nous, bien une centaine de syndicalistes de la FGTB et de la CSC se sont rassemblés ce midi devant le McDo de la Bourse à Bruxelles. Ils ont notamment dénoncé le recours à Uber Eats pour les livraisons de hamburgers. Plutôt que de faux indépendants, bien les syndicats voudraient que la mission soit confiée à de vrais employés. Uber Eats, c'est quelque chose qui travaille avec, par exemple, des faux indépendants. Les gens n'ont pas de statut, les gens n'ont pas de conditions de travail comme les autres travailleurs et ils ne sont pas liés à respecter des règles. Ils sont des indépendants, des faux indépendants, parce que quand tu n'as qu'un client et qui détermine tout, tu ne peux pas dire que tu ne sais pas dire que tu es un indépendant. Et nous rendons à McDonald's, donc de mettre la pression, et nous mettrons la pression sur McDonald's aussi, pour que ce nouveau secteur d'activité devienne un secteur qui soit régulé, où les travailleurs puissent retrouver une certaine dignité. Notre photo du jour, à présent, elle est spectaculaire. Un plongeon réalisé avec style à 27 mètres de hauteur. Cela se passe au Texas, aux États-Unis. La compétition réunit chaque année les meilleurs plongeurs au monde, capables de réaliser sans souci ce genre de figure. Elle a passé au total près de 2 ans dans l'espace, très exactement 665 jours. L'astronaute américaine Peggy Whitson vient de revenir sur Terre après un nouveau séjour dans la Station spatiale internationale qu'elle a même commandée. Elle y a passé 288 jours. Si on ajoute ses séjours précédents, on arrive à un total de 665 jours, un record pour une femme. Seuls 7 cosmonautes russes ont fait mieux jusqu'à présent. Quand j'étais enfant, j'ai vu les premiers pas de l'homme sur la Lune et je me suis dit « Waouh, chouette travail ». Mais ce n'était pas encore un objectif, c'était juste un rêve. Et quand j'ai obtenu mon diplôme universitaire, les premières femmes pouvaient décrocher une sélection. C'est là que c'est vraiment devenu un objectif.
La bonne nouvelle du jour, elle vient de Grande-Bretagne. Kate et William ont annoncé aujourd'hui qu'ils attendaient leur 3e enfant. Le duc et la duchesse de Cambridge sont déjà les parents de George, 4 ans, et de Charlotte, 2 ans. Pas de précision sur la date de l'accouchement, mais les réactions de joie des Britanniques ne se sont pas fait attendre, alors que les paris ont déjà démarré autour du prénom du bébé. Enfin, les récentes inondations au Texas n'ont pas retiré le sens de l'autodérision de ses habitants. La preuve, avec ce concours de barbe et de moustaches organisé ce week-end, les pieds à peine au sec, les participants se sont pressés au portillon. Il y en avait pour tous les goûts, de la moustache spectaculaire, courte, longue, aux formes originales. Toutes les moustaches et leurs propriétaires ont défilé devant un jury attentif. Et voilà, les 3 gagnants, vous les découvrez, de véritables œuvres d'art en poil. On préfère en poil qu'à poil. La météo pour demain, malheureusement, le ciel sera assez nuageux. Quelques éclaircies au programme, mais quelques petites averses aussi. Le vent se renforce et les températures, elles, seront comprises entre 18 et 23 degrés. C'est tout pour aujourd'hui. Retour de l'info ce soir à 22h30 sur la 2. Le 12 minutes, c'est en compagnie de Laurent Rare. Mais dans un instant, c'est tout de suite, c'est la plus belle de la vie, bien sûr. Le programme phare de la 2 en début de soirée. Le 15 minutes lui revient demain. Très belle soirée à tous.